Chers élèves, nous abordons aujourd'hui l'étude de l'œuvre intégrale qui s'inscrit bien sûr dans les modules de la première année du baccalauréat. J'espère que cette séance puisse vous apporter du nouveau et que puisse vous aider bien sûr à passer vos contrôles et après bien sûr votre épreuve d'examen. Alors l'œuvre La boîte à merveilles, c'est un roman autobiographique d'Ahmed Sfrioui. Il s'inscrit bien sûr dans la littérature maghrébine d'expression française. Première chose qu'on doit aborder, c'est la notion du roman autobiographique. Et comme exemple ici que nous allons étudier, bien sûr, c'est La boîte à merveilles. On passe d'abord à une fiche d'identité de ce roman. Alors le titre, c'est La boîte à merveilles. L'auteur, c'est Ahmed Sfrioui. Le genre, c'est un roman autobiographique. L'époque, c'est le XXe siècle. Exactement, ce roman a été publié en 1954. Les autres œuvres ou d'autres œuvres, parmi les autres, bien sûr, d'autres œuvres du même auteur, il y a La maison de servitude, qui a été publiée en 1989, et puis Le chapelet d'ambre en 1949. Après cette petite fiche d'identité, on doit spécifier quelle différence y a-t-il entre autobiographie et bien sûr roman autobiographique. Alors l'autobiographie, il y a trois notions. Auto, c'est soi-même. Bio, c'est vie. Graphie, c'est écrire. Ce qui va nous donner la définition suivante. Une personne racontant sa vie elle-même. Pour le roman, on trouve la définition suivante. Le roman, c'est la fiction, c'est l'imagination. Donc, c'est un récit racontant des faits imaginaires ou bien sûr, fictifs. Quand on passe, bien sûr, et on rassemble autobiographie et roman, ça va nous donner roman autobiographique, c'est-à-dire un récit de vie à la première personne. Les faits racontés comportent des événements véridiques, mais aussi des événements imaginaires. Comme, bien sûr, on a l'exemple ici que nous sommes en train d'étudier, La boîte à merveilles. Alors, on peut très bien dire que La boîte à merveilles, c'est un roman à la première personne. Les faits et événements réels sont véridiques aussi. Et en outre, il y a des faits aussi qui sont fictifs, imaginaires. Dans l'œuvre La boîte à merveilles, il y a deux jeux. On peut spécifier bien sûr deux jeux. D'abord, le jeu narrant. Le jeu narrant, c'est l'adulte. C'est celui qui narre, qui raconte. C'est l'adulte qui se souvient de son passé. On prend une phrase témoin ici du roman. « Seigneur, je me souviens de cette solitude vaste, comme les immenses étendues des planètes mortes. » Et en plus du jeu narrant, il y a le jeu narré. Le jeu narré ici, c'est le personnage de cette histoire racontée, de ce vécu, bien sûr réel quand même. C'est le personnage au moment de l'action, au passé. Ça veut dire c'est l'enfant narrateur qui a 6 ans. Il n'a pas encore l'expérience de l'adulte et son regard garde encore l'innocence de son enfance. Donc tout le roman, tous les faits, on va le voir, sont racontés par un petit garçon de 6 ans. Et c'est un enfant, bien sûr, qui jette un regard sur la réalité, sur le monde dans lequel il vit, avec une certaine pureté, avec une certaine innocence. On ne peut jamais, bien sûr, passer et parler de l'étude d'une œuvre sans passer au schéma narratif de l'œuvre. Alors, passons d'abord aux notions théoriques. Tout récit obéit à une structure stable. C'est le schéma narratif. Alors, ce schéma narratif comprend les éléments suivants. D'abord, la situation initiale. Après, l'élément perturbateur, ça veut dire déclencheur. Les péripéties, ça veut dire c'est la suite des actions et des événements, bien sûr. Et enfin, le dénouement. Et on peut même parler après, bien sûr, de la situation finale. Alors, chers élèves, on ne va pas s'attarder beaucoup sur ces notions. Je sais très bien que vous les connaissez, d'accord ? Mais on va voir l'application sur notre roman. Ça veut dire La boîte à merveilles. Illustration des données théoriques dont on vient de parler sur le schéma narratif. Premièrement, la situation initiale. Alors, je vous dis tout de suite qu'aujourd'hui, pendant cette séance, on va voir seulement la situation initiale
Parce que la boîte à merveilles, elle est particulière par rapport aux autres récits. Vous allez comprendre pourquoi. On le découvre ensemble. La situation initiale comprend 8 chapitres. Déjà, quand on dit que la situation initiale comprend 8 chapitres, déjà, nous sommes devant une particularité, parce que normalement, une situation initiale est généralement brève dans n'importe quel récit. Mais dans la boîte à merveilles, c'est une spécialité qu'a choisi l'auteur de ce roman. La situation initiale. Alors, on va passer, si vous le voulez bien, chapitre par chapitre. Chapitre 1. Le narrateur adulte se rappelle son enfance solitaire. Donc, le roman s'ouvre pas avec des paroles du petit Sidi Mohammed, d'accord, le personnage principal de l'œuvre, l'enfant de 6 ans, mais c'est l'adulte qui parle, qui se souvient, bien sûr, de son enfance solitaire, triste, bien sûr, à cause de cette solitude. Il présente la maison où il habite avec ses parents et d'autres locataires. Donc, il va nous présenter sa maison, qui, c'est une maison, on dit Dar Chouafa, tout simplement parce que la locataire principale c'est une femme, c'est une voyante, Chouafa, qu'on appelle Kenza. Il raconte avec amertume une scène au bain mort, son refuge, c'est sa boîte à merveilles. Donc, vers la fin de ce chapitre, avant la dispute de sa mère avec Rehma, une voisine, il va nous raconter quand même une scène qu'il va passer au bain mort, et c'est pas vraiment un bon souvenir qu'il va garder de cette séance de bain mort. Et tout de suite après, dans le premier chapitre, nous sommes dans la boîte à merveilles, ça veut dire dans le titre, bien sûr, du roman, et on comprend bien sûr qu'est-ce que c'est que la boîte à merveilles, une petite boîte dans laquelle il se réfugie avec ses objets hétéroclites. On reste toujours avec la situation initiale et on passe au chapitre 2. Dans ce chapitre, Lala Isha rend visite à Lala Zoubida. Alors on va comprendre lors de l'étude de ce roman que Lala Isha, c'est une voisine de Lala Zoubida, une ancienne voisine, mais c'est son amie intime. Il visite un marabout, Sidi Ali Bouraleb. Alors c'est là où il y a des lieux, on va le trouver, on va le voir lors de la prochaine séance, Inch'Allah, c'est que on va avoir des lieux qui sont réels, bien sûr, qui existent dans la ville de Fès. L'enfant est griffé par un chat et il tombe malade. Et à partir de là, on comprend que le petit garçon de 6 ans est un enfant solitaire, mais en plus, il est très fragile. On passe directement au chapitre 3. Alors, le chapitre 3, le narrateur nous raconte sa journée studieuse en Cid. Alors, vous le savez très bien, à l'époque où le narrateur nous raconte cette histoire, il y avait l'école coranique. Il y avait les enfants, quand les enfants étaient petits, ils partaient bien sûr à l'école coranique. Alors le Msid, on va le voir lors des prochaines séances, ce n'est pas vraiment un lieu de prédilection pour Sidi Mohammed. La lampe à pétrole fait son entrée chez Rehma, puis chez la mère du narrateur. Encore une petite indication sur l'époque où, bien sûr, se déroulent les événements, pendant laquelle se déroulent les événements. C'est l'époque où il n'y avait pas encore l'électricité à la Médina de Fès, où les gens, bien sûr, s'éclairaient avec seulement, bien sûr, des bougies. Et la lampe à pétrole, là, c'est une, bien sûr, nouveauté. Et dès que Rehma, la voisine de Lala Zoubida, introduit la lampe dans sa pièce, tout de suite, la mère du narrateur, Lala Zoubida, va demander à son mari, elle aussi, d'avoir le privilège d'avoir une lampe à pétrole dans sa propre pièce. Troisième élément dans ce chapitre, la disparition de Zineb. Alors Zineb, il va se perdre pendant un certain moment. Et là, tout le monde, bien sûr, serait solidaire avec la mère de Zineb. Et on va la chercher. Après, bien sûr, il y a son retour. Et pour remercier Dieu, parce qu'il n'a pas perdu sa fille, Rehma, la mère de Zineb, va organiser le dîner des mendiants aveugles, d'accord, en guise de remerciement, bien sûr, pour Dieu. Alors, chapitre 3, donc on passe au chapitre 4, si vous le voulez bien, et on va voir comment l'action évolue. Dans les 3 premiers chapitres, l'action se passe, bien sûr, dans une saison. C'est l'hiver. Et là, nous sommes dans le chapitre 4, avec une autre saison, c'est le printemps. La mère du narrateur rend visite à son amie Lala Isha. Donc,
la mère, il va rendre visite à son amie intime, sa confidente en fait, les premiers jours du printemps. Sidi Mohamed joue avec des enfants, mais la joie tourne en drame. Alors, il a voulu un petit peu jouer avec les enfants de son âge, mais toujours quand il approche les autres, il est malheureux, il n'arrive pas à communiquer bien sûr avec les enfants, et c'est pour cette raison qu'il est solitaire, qu'il est tout le temps bien sûr solitaire. On poursuit toujours bien sûr le chapitre 4. Lalla Aïcha raconte à son ami la mésaventure de son mari avec son associé. Alors là, on apprendra que Moulay al-Arbi, qui est le mari de Lalla Aïcha, il va avoir un problème avec son associé qui s'appelle Abdelkader, parce que l'autre, il va bien sûr mentir pour lui faire perdre carrément son affaire. Sidi Mohamed se rappelle encore une fois d'Abdallah l'épicier et de ses contes merveilleux. Voilà un personnage qui va vraiment marquer la mémoire de Sidi Mohamed, de ce petit garçon, parce que c'est un conteur émérite, c'est un conteur qui subjugue les gens par ses contes merveilleux, où il y a beaucoup de légendes. Alors, que les gens le détestent ou qu'ils l'aiment, il adore venir l'écouter, raconter des histoires merveilleuses. Situation initiale toujours, et on passe au chapitre 5. Alors, regardez avec moi, les enfants jouissent d'une demi-journée de repos, il reste 15 jours pour l'Achoura. Voilà un marqueur temporel autour duquel vont tourner encore une fois les actions de ce roman. Lalla Aïcha vend son mobilier et ses bijoux pour aider son mari. Alors, on a déjà dit que dans le chapitre 4, il y avait une mésaventure de Moulay al-Arbi avec son associé. Donc, il a perdu tout son capital. Alors là, sa femme va le remettre sur pied en vendant tout son mobilier et tous ses bijoux, bien sûr, pour l'aider. La mort d'un voisin, Sidi Mohamed Ben Tahar, va marquer, bien sûr, l'enfant. Alors, c'est la première fois à 6 ans, il va faire connaissance avec la mort. Et vous savez très bien que pour un enfant, ce n'est pas une chose bien sûr évidente, et c'est pour ça qu'il va bien sûr faire des cauchemars. On passe directement au chapitre 6, les préparatifs homicides pour la fête de l'Achoura. Apprenez, chers élèves, que l'Achoura avant, elle se fêtait avec le frère, il se fêtait avec les camarades du Msid, bien sûr, avant qu'elle soit fêtée bien sûr à la maison. Le narrateur accompagne sa mère à la Kissaria pour l'achat d'un gilet. Alors les enfants s'achetaient de nouveaux vêtements, d'accord? Eh bien, Sidi Mohamed aussi ne fait pas exception. Alors il va avec sa maman à la Kissaria, bien sûr. C'est un lieu réel qui existe à Fès, bien sûr. Un récit fascinant pour Sidi Mohamed, un vieil homme tourné en ridicule par sa jeune épouse. Et là, on va découvrir les talents bien sûr, d'une femme de Rahma qui va nous raconter, qui va faire un récit, bien sûr, sur le monsieur qui a épousé une jeune femme. Et cette jeune femme le tourne en ridicule, bien sûr, et ça va faire rire beaucoup de monde. On reste sur le chapitre 7, toujours la situation initiale, je vous le rappelle. Il ne reste que 2 jours pour l'Achoura. Les préparatifs homicides progressent. L'enfant accompagne son père chez le coiffeur, puis dans les boutiques des jouets. Alors, cette sortie avec le père, c'est une sortie qui vraiment, que l'enfant, que Sidi Mohamed adore, il adore être avec son papa, mais ce qu'il n'aime pas beaucoup, c'est Abdelrahman le coiffeur, pour ses médisances, pour la manière de parler tout le temps, de bavarder tout le temps. Mais il adore, par contre, aller s'acheter, bien sûr, d'autres jouets pour l'Achoura. Le jour de l'Achoura, réveil matinal. Donc là, vous le savez très bien, dans la tradition marocaine, le jour de l'Achoura, on dit aux enfants, il faut se réveiller tôt, c'est bien de se réveiller tôt. Alors, toujours avec la situation initiale, chapitre 8. C'est le dernier chapitre dans notre situation initiale. L'été s'installe avec sa canicule et ses mouches. Terminé avec le printemps. Le printemps, on l'a introduit dans le chapitre 4. Dans le chapitre 8, c'est l'été maintenant qui arrive, et vous le savez très bien si vous connaissez bien Fès. Fès pendant l'été, c'est la canicule. L'achat des bracelets en or pour la mère du narrateur finit par la dispute du père avec le courtier. Alors le père a voulu faire plaisir à sa femme, il est allé lui acheter des bracelets, mais dommage que ça s'est terminé d'une manière dramatique. Lalla Aïcha, malgré ses sacrifices, Moulay al-Arbi l'abandonne pour la fille du coiffeur. Et là, on sent un petit peu le roussi là. On sent qu'il y a des prémices de crise qui sont en train d'arriver. Déjà, la mère ne veut pas porter les bracelets. Lalla Aïcha est abandonnée par son mari. Il y a quelque chose qui arrive et qui va troubler
bien sûr, cette situation initiale. L'enfant continue à vivre dans son monde de rêve. On le sait très bien, Sidi Mohamed, c'est quelqu'un qui adore rêver, qui adore bien sûr... Le monde réel, c'est pas le monde qui l'intéresse le plus, mais c'est vraiment le monde du rêve, le monde magique, d'accord? Et le monde du merveilleux. Il est très en colère contre les adultes qui ne le comprennent pas, et les premiers contre lesquels il est en colère, contre qui il est en colère, pardon, ce sont ses parents parce que ils ont refusé quand il a comparé les bijoux à des fleurs. La mère refuse de mettre les bracelets de mauvais augure, Sidi Mohamed tombe malade. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, on sent que cette situation initiale, qui commence bien sûr à être troublée, qu'il y a quelque chose qui se prépare dans l'air et qui va avoir ce qu'on appelle bien sûr le deuxième élément constituant de la situation, du schéma narratif, l'élément modificateur. Alors la situation initiale s'arrête au 8e chapitre. Le monde douillet et merveilleux dans lequel vivait le petit garçon est troublé par un événement malheureux qui jette Sidi Mohamed et sa mère dans le chagrin et la désolation. Alors, je vous promets, chers élèves, pour la prochaine séance, on va attaquer les autres éléments constituants du schéma narratif. On va commencer bien sûr par l'élément modificateur qui va déclencher le changement et le trouble dans la vie de ce petit garçon. Après, bien sûr, les péripéties et à la fin, le dénouement et la situation finale. J'espère que la séance était bénéfique pour vous, qu'il puisse vous apporter, bien sûr, un plus. Travaillez bien, préparez-vous comme il faut et bonne chance.